Respirer, c'est quelque chose qu'on fait sans même y penser, n'est-ce pas? C'est complètement automatique. Mais que se passe-t-il quand cette mécanique si bien huilée se dérègle? Quand tout à coup, chaque inspiration devient un effort, une lutte? Eh bien ça, c'est le corps qui nous envoie les signaux. Et aujourd'hui, on va justement apprendre à décoder le langage de nos poumons. C'est vraiment ça la question centrale. Chaque symptôme, que ce soit une petite toux ou un véritable essoufflement, c'est en fait une pièce d'un puzzle assez complexe. L'idée ici, c'est d'apprendre à assembler ces pièces pour comprendre le message que notre système respiratoire essaie de nous faire passer. Alors voilà notre programme. On va se pencher sur les grands signaux, un par un. D'abord le souffle court, puis le réflexe de la toux, ce que cette toux produit, l'expectoration, et enfin les douleurs dans la poitrine. Et à la fin, on verra comment tout ça s'emboîte. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ces fameux signes fonctionnels respiratoires. Une toux, un essoufflement. C'est un peu le vocabulaire de base qu'utilise notre corps pour dire « Houston, on a un problème ». Ce sont les tout premiers indices qui vont guider l'analyse d'un médecin. Commençons par le signal qui est peut-être le plus angoissant, ce sentiment de manquer d'air. En médecine, ça porte un nom, la dyspnée. Et comme on va le voir, c'est bien plus qu'un simple essoufflement après avoir monté 3 étages un peu vite. Et voilà, la définition, elle est là. Normalement, respirer, c'est automatique, inconscient. La dyspnée, c'est ce moment de bascule où l'on doit penser pour respirer, où chaque bouffée d'air devient un effort conscient et souvent pénible. C'est une vraie rupture avec notre état normal. Cette comparaison, elle illustre parfaitement ce changement radical. On passe d'un acte réflexe, qu'on ne remarque même pas la plupart du temps, à une véritable lutte pour l'oxygène. C'est vraiment cette prise de conscience de l'acte de respirer qui définit la dyspnée. Alors la dyspnée, elle peut se manifester de différentes façons. Parfois, le problème, c'est à l'inspiration. L'air a du mal à rentrer. Ça peut s'accompagner de signes assez parlants. Un bruit un peu rauque, qu'on appelle un cornage, et ce qu'on nomme un tirage, c'est-à-dire que la peau se creuse visiblement entre les côtes par exemple, à chaque inspiration. Et puis, à l'inverse, la difficulté peut être au moment de l'expiration. L'air est comme piégé dans les poumons, il a du mal à sortir. Ça, c'est très typique de la crise d'asthme, par exemple. Et le son caractéristique ici, c'est le sifflement. Ce petit bruit aigu quand l'air est forcé à passer par des branches qui sont rétrécies. On passe maintenant à un autre signal que tout le monde connaît, la toux. On a tendance à la voir comme quelque chose de pénible, une nuisance, mais en réalité, c'est avant tout un mécanisme de défense absolument essentiel. C'est un vrai système d'alarme. Voilà sa mission principale. C'est une expulsion d'air qui est violente, contrôlée, et qui sert à nettoyer les voies respiratoires. Que ce soit pour virer une poussière qu'on a avalée de travers ou pour évacuer des sécrétions qui encombrent. C'est, en quelque sorte, le grand ménage de nos poumons. Et la mécanique derrière est assez fascinante en fait. C'est un processus en 3 temps. D'abord, une grande inspiration. Ensuite, la glotte se ferme, ce qui bloque l'air et fait monter la pression. Et enfin, la libération soudaine, explosive. C'est une sorte de catapulte à air, si on veut. Bien sûr, toutes les toux ne se ressemblent pas. Il y a la toux sèche, qui est souvent une toux d'irritation, il n'y a rien à expulser. Et puis il y a la toux humide ou grasse, qu'on dit productive. Pourquoi? Parce qu'elle remonte des sécrétions. C'est pour ça qu'on entend parfois qu'il faut la respecter. Elle a une vraie fonction de nettoyage et ce n'est pas toujours une bonne idée de vouloir la supprimer à tout prix. Justement, si la toux humide est productive, la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qu'elle produit exactement? L'analyse de cette expectoration, des crachats pour le dire simplement, est une mine d'or d'indices pour le diagnostic. Pour un médecin, il y a 3 caractéristiques essentielles à observer. D'abord l'abondance, c'est-à-dire la quantité produite en 24 heures. Ensuite, bien sûr, la couleur, qui peut aller du transparent au jaune-vert. Et enfin, l'odeur, qui est normalement absente, mais qui peut devenir un indice très important si elle apparaît. Prenons un premier cas. L'expectoration dite muqueuse. Elle est transparente, un peu collante, visqueuse. Son aspect, qui rappelle le blanc d'œuf, signale une surproduction de mucus, mais en général sans infection. C'est quelque chose qu'on peut voir dans certaines bronchites chroniques ou dans l'asthme. Par contre, un changement de couleur, c'est un signal fort. Une expectoration qui devient jaune ou verdâtre, on l'appelle purulente. C'est tout simplement du pus. Et là, le message est clair, il y a une bataille immunitaire en cours, un foyer infectieux quelque part, comme un abcès du pouls. Et puis, il y a ce 3e type, très particulier. Une expectoration très liquide, aérée, mousseuse, et qui est souvent un peu rosée à cause de la présence de quelques globules rouges. Cet aspect saumonné, comme on dit, est très, très caractéristique d'une urgence médicale, l'œdème aigu du poumon. Il existe un cas extrême qu'on appelle la bronchorrhée.
qui signifie une production vraiment massive d'expectoration. C'est si abondant que si on laisse les crachats reposer dans un bocal, eh bien ils se séparent, ils sédimentent en 4 couches distinctes, par densité. En haut, le plus léger, c'est la mousse. En dessous, une couche un peu mélangée, mucopurulente. Puis une couche muqueuse et tout au fond, le plus lourd, le pus. C'est une signature visuelle très spécifique de certaines maladies, comme la dilatation des bronches. Allez, on aborde le dernier grand signal, la douleur thoracique. C'est un symptôme qui inquiète tout de suite, évidemment, mais dont l'origine est parfois difficile à cerner. Toute la clé est de savoir d'où vient précisément cette douleur. Et ça, c'est un point vraiment crucial à comprendre. Le tissu du poumon en lui-même, il n'a pas de récepteur à la douleur. On ne peut pas avoir mal au poumon. La douleur qu'on ressent, elle vient en fait des structures qui sont autour, l'enveloppe du poumon, qu'on appelle la plèvre, ou la paroi de la cage thoracique. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître une douleur qui est d'origine respiratoire ? Il y a 3 indices assez fiables. Premièrement, elle est souvent d'un seul côté. Deuxièmement, on la ressent comme un point de côté. Et surtout, le critère le plus important, elle est augmentée, exacerbée par les mouvements respiratoires, comme le fait de tousser ou de prendre une grande inspiration. On peut même être un peu plus précis. Si la douleur vient de la plèvre, l'enveloppe du poumon, elle est souvent localisée à la base du thorax. Mais si elle est liée à une infection du tissu pulmonaire lui-même, comme dans une pneumonie, elle est typiquement très vive, localisée juste sous le mamelon, et elle apparaît de façon brutale, avec une forte fièvre. Voilà, on a vu chaque signal un peu séparément. Mais le point essentiel, c'est qu'en réalité, il ne fonctionne jamais seul. La dyspnée, le type de tousse, la couleur des crachats, la localisation de la douleur, tout ça, ça s'assemble pour raconter une histoire, pour former un message cohérent que seul un professionnel de santé peut vraiment interpréter. Au fond, chaque symptôme est un mot, chaque signe est une phrase. Comprendre ces signaux, ce n'est pas juste une question de diagnostic, c'est rétablir un dialogue avec son propre corps. Et ça amène une dernière question, est-ce qu'on est collectivement assez à l'écoute de ce qu'il essaye de nous dire ?